pratiquement sans accélérer et pur. Et c'est ça que j'aime, ce genre de tourisme. Sérieusement, il fait sombre, je suis un vieux. Salut, c'est moi, Andrzej. Si ce n'est pas Andrzej, je vais expliquer tout de suite, à moins que vous n'ayez regardé une autre vidéo. Alors vous savez déjà pourquoi, si ce n'est pas Andrzej. Je suis quelque part dans la région de Lublin. C'est un endroit vraiment charmant. Aujourd'hui, je roule en BMW Urban GS. Urban G/S. Et je dois être honnête avec vous. Si vous vous attendez à ce que, dans cet épisode, je fasse des roues arrière et des glissades spectaculaires, eh bien, si vous n'acceptez pas l'absence de tout ça, il va falloir arrêter la vidéo parce que je vais conduire cette moto tranquillement. Et je vais rouler calmement parce que, vous savez, je ne sais pas quand vous regardez ça, mais en ce moment, on est en auto-isolement et en quarantaine et je suis sorti de chez moi uniquement pour travailler et je ne veux pas finir à l'hôpital. Donc je monte sur la moto et je pars. On va voir où je vais réussir à me perdre parce que je me perds déjà un peu ici depuis un moment. Et on va vérifier si cette moto, même si, comme vous le voyez, elle a des pneus de route et une suspension au débattement limité, je ne sais pas, 115, 140, si elle mérite vraiment ce nom de G/S. Parce que ça a l'air d'être le cas. Allons-y. Et ici, nous avons la première belle touche de BMW, c'est-à-dire comment elle démarre et comment elle se plie. Regarde, j'appuie sur l'accélérateur et boum. Un peu comme une muscle car américaine. Bon, le son est sympa, il faut l'admettre. Contrairement à Andrzej, car d'habitude j'évalue les motos en fonction de leur performance. Plutôt près de la limite des capacités de ces performances, du châssis, des pneus et de tout le reste. Mais c'est comme ça, donc j'apprends quelque chose de nouveau. J'apprends à rouler lentement et peut-être à remarquer d'autres aspects des motos que simplement l'accélération, la restitution de la puissance, la suspension, l'adhérence, l'électronique et ce genre de choses. Je vais vous dire que depuis quelques jours, je me promène avec cette moto sur des petites routes asphaltées et des chemins de gravier un peu bizarres et en fait ça me plaît. Peut-être parce que je suis vieux, ou peut-être parce qu'il faut tout essayer dans la vie, et que ce genre de motocyclisme m'était jusqu'à présent étranger, et il me semble que je roule sur une moto qui est presque parfaitement adaptée à ce type de conduite. Presque, mais nous y reviendrons quand nous irons peut-être sur quelques petits chemins de gravier. Oh, mais à part ça, il est vraiment génial. Il m'a fallu environ 3 ans pour enfin monter sur l'Urban GS, justement parce que j'étais occupé avec toutes ces motos folles. Oh, une belle voiture Sani, et même si j'avais vraiment envie de l'essayer, parce que selon moi c'est la R90 la plus stylée de toute la gamme, eh bien, tout simplement, je n'ai jamais vraiment eu le temps. Maintenant, j'ai trouvé le temps, et je suis ravi de rouler avec cette moto, parce que comment ne pas être heureux en conduisant quelque chose d'aussi original? Tout le monde la remarque, même le monsieur. Oh, regardez, la route est terminée. À gauche, tout droit ou à droite? Là-bas, il y a de l'asphalte, ça je le sais. Peut-être que je vais aller là-bas. On va voir ce qui va se passer. Un peu d'histoire. Pourquoi cette moto s'appelle-t-elle Urban G/S? Eh bien, je suis allé trop loin, je vais revenir. En fait, c'est une moto qui a été créée pour rendre hommage au légendaire modèle R80G/S qui a lancé toute la série GS, laquelle est aujourd'hui la moto la plus vendue au monde. Eh bien, ce GS 1250, vous le trouverez quelque part chez nous. Donc la question fondamentale est la suivante. Pourquoi BMW a-t-il créé une moto qui doit être, je n'aime pas le mot tribute, ça sonne comme une maladie vénérienne, doit être un hommage? Oh, un peu de fourrure. Doit être un hommage à la moto légendaire qui a lancé la série GS? Pourquoi l'ont-ils basé sur une moto strictement routière? Eh bien, ce tout premier GS ressemblait clairement à ceci. Ce n'était pas du tout une moto de tourisme, ni une moto de tourisme tout-terrain, comme on l'imagine aujourd'hui.
C'était tout simplement une moto tout à fait ordinaire, qui se débrouillait vraiment très bien en tout terrain, avec une performance remarquable. Cela vient du fait qu'en 1978, les ingénieurs de BMW ont créé un prototype de moto enduro avec un moteur boxer. Et il s'est avéré que lors des 6 jours, il a remporté un succès spectaculaire. Tout le monde était ravi, donc ils ont décidé de le mettre en production de série. Bien sûr, la moto de série n'était plus une enduro, mais plutôt une moto d'aventure, conçue pour rouler aussi bien en tout terrain que sur l'asphalte. Et là, la route devient asphaltée, je vais bientôt faire demi-tour. Et il a rencontré ce succès. Il n'a pas connu le succès dans les rallyes enduro, mais il a réussi auprès des gens qui avaient besoin d'une moto capable d'aller partout. Mais à l'époque, il avait une suspension avant classique et traditionnelle, comme celle-ci. C'était donc une moto tout à fait ordinaire. Le réservoir, la selle. Où suis-je? Et si j'allais par là? Asphalte, 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 plus d'asphalte. Ouh, contrôle de traction. Je l'ai déclenché. Non, je ne peux pas, Andrzej, ne perds pas l'adhérence. Tu as promis de ne pas perdre l'adhérence, alors tu roules doucement. Donc, c'était ce genre de moto. Une moto, vous savez, un phare rond, un réservoir d'essence, une suspension classique, et hop, en avant. Eh bien, ici, sur un GS ordinaire, on ne pouvait pas faire ça, parce qu'avec le GS actuel, le grand, la seule chose à laquelle ils peuvent faire référence, ce sont les couleurs, les peintures. Et ici, regardez, la R90 est une moto ordinaire, qui a un phare classique, un réservoir classique, une selle classique, une suspension classique et des roues, et c'est tout. 100% de moto. Dans la moto, les exigences, c'est-à-dire les normes, sont respectées. Donc ils ont simplement pris la R90 et l'ont habillée de ces petites vestes. Quelqu'un pourrait penser que c'est juste une façon de créer de nouveaux modèles de force. Je ne sais pas, moi. Encore de l'asphalte. Mince alors. Bon, on va aller quelque part là-bas à gauche. De toute façon, je voulais aller à gauche. On va y venir, à savoir si c'est bien ou pas d'avoir fait cette moto comme ça. La raison pour laquelle on a créé la GS en version sur une moto de route, c'est que la plupart des gens vont rouler avec ça sur l'asphalte. Et si tu achètes une moto qui, avant tout, a du style, eh bien c'est ce dont tu as besoin. Rouler sur l'asphalte comme je le fais maintenant, parfois aller prendre quelques virages, mais en réalité, c'est surtout d'un bar à l'autre, et tout va bien. Je dois aussi vous avouer que la série R9T elle-même a changé ma façon de voir BMW. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'étais pas fan de ces motos. Je ne me considère toujours pas comme un grand fan, mais maintenant, je suis quelqu'un qui les apprécie. Et la première moto qui a attiré mon attention sur les BM, c'était justement celle-là. J'ai vu, ça peut vraiment être sympa. C'était une R9T, c'était à Jastrzębie, il y a très longtemps, quand j'y étais. Il y avait là-bas différents modèles, il y avait la S Miller, vous savez, le roadster classique, super puissant, sympa, sportif, et je savais à quoi m'attendre avec elle. Il y avait quelques autres modèles, et après eux, j'ai sauté sur la R9T. Quel plaisir j'ai eu sur ce circuit avec cette moto, parce que c'est une machine qui, pour aller vite, il faut vraiment lui donner des gaz et les maintenir, parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de puissance ici, enfin pas tant que ça. 110 chevaux, il y a plus de couple, parce qu'il y a, je crois, 116 Nm. Donc avec cette moto, on roule normalement justement dans cette plage moyenne de régime. Si on le pousse plus loin, la puissance n'augmente pas vraiment, parce que c'est un moteur bien connu de 1170 cm3. Oh, un petit virage. J'ai pris le virage. Je vais tout de suite expliquer pourquoi il est si agréable de prendre les virages avec cette moto. Donc il n'est pas particulièrement puissant, donc sur la piste je devais vraiment garder les gaz. Il avait un son incroyablement agréable et en plus il se conduisait super bien. Pourquoi se conduit-il aussi bien? Parce que le moteur boxer fait que les motos BMW se conduisent comme aucune autre. Un centre de gravité bas, je ne sais pas, peut-être que c'est ce vilebrequin en rotation, je ne m'y connais pas assez en physique, mais le vilebrequin ou les pièces mobiles tournent dans un sens qui fait que cette moto obéit très facilement à nos commandes. Regardez, là je ne fais absolument aucun effort. Et puis, quand on arrive à n'importe quel virage, cette moto se comporte comme si elle était tout simplement gravée dans la route. Attendez, je vais accélérer un peu. Cela se fait de manière aussi instinctive que sur aucune autre moto, et c'est la conception de cette machine qui l'impose. Il ne s'agit pas ici du châssis, ni de la géométrie ou quoi que ce soit, c'est justement à cause de ce moteur.
Tu roules bien, tu fais ton dernier tour et tu ne te soucies absolument de rien. Cette moto s'incline toute seule dans le virage et le franchit sans effort. Elle est d'une précision incroyable. Et d'une manière ou d'une autre, ces motos gardent aussi une adhérence des roues vraiment excellente. Le problème avec les GS, c'est qu'elles ont ce télélever à l'avant. Télélever, je confonds toujours lequel est à l'avant, le télélever ou le paralever, mais c'est le télélever qui est devant. Et il nous isole énormément de ce qui se passe avec les roues en termes d'adhérence. Ici, c'est bien mieux, parce qu'on a une fourche classique et on ressent la moto, on sent ce qui se passe, et ça, je l'ai bien perçu quand j'ai de nouveau roulé sur circuit. C'est un peu inhabituel, parce que j'ai de nouveau roulé sur circuit, j'ai piloté la BMW R90 Racer, celle avec le petit guidon et le carénage, sur circuit, je ne me souviens plus où, quelque part en Espagne. Et je me souviens aussi du plaisir que j'ai eu, je roulais, j'avais l'impression d'être sur une moto de course classique qui, en termes de conception, est bien différente des machines sportives actuelles. Et cette moto m'a procuré énormément de plaisir, tout comme la Triumph Trackstone R par exemple. Vous savez, cette moto n'est pas la plus facile pour rouler vite, mais quand tu commences à aller vite avec, tu ressens une satisfaction incroyable. Ce qui rend aussi cette moto exceptionnelle, c'est ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire rouler lentement. Et encore une fois, ce moteur stabilise tellement la moto que je peux... C'est aussi de là que vient le phénomène de ces gros GS, car il est très facile de manœuvrer avec eux sur des sentiers off-road comme celui-ci, puisque ce moteur rend la moto très stable, très précise. Vous savez, je n'ai aucun problème à garder cette trajectoire. Je n'ai pas peur que, en passant ici, je doive me concentrer énormément. Tout simplement, là où je regarde, là où je dirige cette moto, je sais qu'elle ira. Elle ne va pas se balancer ou tomber d'une manière ou d'une autre. Je n'ai tout simplement pas besoin de rester debout. Je roule, je suis assis. Je roule à 20 km à l'heure. Je ne sais même pas sur quel rapport je suis. Peut-être en deuxième ou en première. Oui, je roule en deuxième. Pratiquement sans accélérer et ça fait pire. Et c'est ce genre de tourisme qui me plaît. Et sérieusement, il fait sombre. Je suis un vieux. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Et donc je roule tranquillement comme ça, sans aucun stress, même en arrivant. J'ai roulé même sur des chemins plus difficiles et c'était juste tac. J'ai toujours trouvé une trajectoire optimale, sans avoir besoin de me crisper, de me lever, et c'est tout. Bien sûr, la suspension n'est pas la reine ici, en ce qui concerne l'absorption des irrégularités. Tant qu'on roule lentement, on avance, et ce sont nos fesses qui amortissent ces irrégularités. Si je voulais rouler plus vite, c'est sûr que je perdrais de l'adhérence, et ce ne serait plus aussi agréable. Si je rencontre une irrégularité en roulant un peu plus vite, je sens alors une sorte de petit travers. Et regardez, j'ai des pneus typiquement routiers. Ce sont des Metzeler, je crois que c'était les M7 ou quelque chose comme ça. Et il n'y a aucun problème. Ici, il y a un peu de sable, ou pas vraiment du sable. Quand on roule lentement, tout tient, tout va bien. Donc cette suspension. J'ai un pote comme ça, il s'appelle Honza Jabek. On était ensemble au GS Trophy. Oh, c'est d'ailleurs une histoire intéressante parce que si la R90 m'a fait réaliser que c'est une moto qui peut être sympa, je n'étais toujours pas fan, vous savez, du gros GS parce que j'ai toujours eu tendance à soutenir les outsiders et ce GS, lui, il dominait toujours dans ses tests comparatifs et toujours avec le meilleur score. Je devais aussi admettre que c'était la moto la plus polyvalente pour ce genre de test. Et il y a des années, c'était comme ça, mais maintenant il y a beaucoup de concurrence. Donc on verra comment il s'en sortira cette année quand on fera les essais. Où est-ce que je voulais en venir ? Eh bien, quand j'ai passé 2 semaines au GS Trophy avec Honza sur ce gros GS, déjà en version refroidie par eau, je me suis aussi dit, mince, cette moto est vraiment sympa, tout simplement sympa. Et alors ? Qu'est-ce que je peux y faire ? Elle est tout simplement sympa. Oh, un chevreuil. Hop, petite biche. Bon, pour revenir au sujet, je ne me souviens plus comme Honza Jabek. Et Honza Jabek, c'est un vrai food check. Honza Jabek est un tel food check qu'il essaie de construire sa propre BMW HP2. Et il est tellement fou, imaginez-vous, qu'il veut construire une HP2. Et je ne me souviens plus sur laquelle c'était. Sur un 1000, je crois même sur un moteur de 1200. Il construit cette moto, il y a mis des fourches de KTM, des grandes. Un vrai fou. Que dire de plus à son sujet ? Et après avoir commencé à rouler sur cette moto, je me suis dit, et si on prenait un R90, un Urban GS, avec une suspension à plus grand débattement, des roues plus grandes, parce que vous savez, là c'est du 17 pouces, donc quand je roule doucement, c'est sympa.
quand j'ai commencé à rouler vite ou sur des nids de poules ou autres, eh bien, à un moment donné, je pourrais abîmer cette jante. Donc si on mettait des roues plus grandes, ce serait une bécane avec du style, non? En quoi l'Urban GS est-il différent des autres R90? En général, c'est par l'apparence. Et si on pense au modèle pur, donc le moins cher, il me semble qu'il ne diffère que par l'apparence. Mais là, il a des roues à rayons, et le pur aussi, je crois. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Peu importe. Je roule sur celui-ci, pas sur le pur. Ce que j'aime, c'est justement cette simplicité. Regardez, attendez que je m'arrête un instant. Normalement, sur la R90, il y a aussi un compte-tours. Il fonctionne bien, il affiche là, là, là. Mais n'est-ce pas charmant? Ce que je souhaiterais, par exemple, sur cette moto, c'est que je sais que cette selle a vraiment une super allure, une sorte de crêpe rouge, mais après avoir roulé 2 heures sur des chemins un peu chaotiques et rigolos, il s'avère que les fesses commencent à faire un peu mal, voilà. Il ne faut pas se mentir. Donc par exemple, moi je verrais bien sur cette moto une selle épaisse, comme sur les motos d'autrefois, une grosse selle rouge. Ce serait génial si elle était bien moelleuse. La Yamaha XSR 700X Tribute a justement une selle sympa. Ils ont fait une selle épaisse et moelleuse, comme celle d'autrefois, et ça me plaît beaucoup. C'est génial. J'adore vraiment, ça me plaît. Ce n'est pas du tout quelque chose de ridicule. Il s'est même avéré qu'elle était tout de suite beaucoup plus confortable, parce qu'après toute une journée, j'avais quand même mal aux fesses. Mais l'ambiance était préservée. Qu'est-ce qui est bien aussi chez BMW? Malheureusement, c'est le cas pour toutes. C'est le fait que les freins sont vraiment tranchants, et BMW a toujours fait ça, ils sont toujours très mordants. Je ne sais pas si ce sont des Brembo. Oui, ce sont encore des Brembo, mais ils les combinaient d'une certaine manière avec le maître cylindre. C'est un maître cylindre classique, pas radial, pas à pompe radiale. Ça m'étonne beaucoup. Et écoutez, c'est vraiment très intéressant que... Ça m'étonne beaucoup, c'est absolument incroyable que cette moto... Ou plutôt non, en fait toute la série pure, parce que celle-ci était basée sur la pure, la Racer est également basée sur la pure, et il y en a sûrement d'autres modèles, le Scrambler aussi est très probablement basé sur la pure. Ce sont les R90 les moins populaires et les moins vendus parmi toutes celles qui sont actuellement commercialisées sur le marché, ce qui est assez surprenant compte tenu de leur qualité et de leur design distinctif. C'est une observation curieuse, car on pourrait s'attendre à ce que ces modèles, avec leur héritage et leur esthétique, soient bien plus recherchés par les amateurs de moto. Il s'avère que le client BMW, quand il vient, il ne veut pas avoir le modèle le plus simple. Oh, un chat! Il ne veut pas avoir le modèle le plus simple et le moins cher pour le construire lui-même. Il veut quelque chose de prêt à l'emploi, et ce sont surtout les R90 avec fourche inversée qui se vendent le mieux. Les modèles haut de gamme, plus chers et... mais pas ceux-là. Vous savez déjà pourquoi cela se passe ainsi, et ça me rend un peu triste, parce que vous savez quoi? À mon avis, j'ai conduit de nombreuses fois le R90 avec les fourches inversées. Bien sûr, la suspension y est meilleure. Il ne faut pas se mentir, c'est un peu superficiel, mais compte tenu de la façon dont on roule avec cette moto, à mon avis, une telle suspension n'est pas du tout nécessaire. Personnellement, je préférerais acheter la version pure, le modèle de base, et ensuite m'amuser un peu à le modifier. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette possibilité. Et le problème, c'est que si tu achètes une R90 pure et que tu vas dans un atelier de customisation, tu peux tomber. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais ça peut arriver sur des gars qui voient arriver un type qui s'est acheté une nouvelle BM, qui veut la modifier, donc ils se disent que c'est un pigeon, qu'on peut le plumer, et vous finirez par payer une fortune juste pour changer les leviers, les clignotants et déplacer la plaque d'immatriculation. Donc en fait la pure, au moment où vous avez déjà une idée de ce à quoi vous voulez que cette moto ressemble, et que vous avez quelqu'un de confiance pour vous aider à le faire, ou bien si vous le faites vous-même, alors c'est parfait. Et vous savez, si je roulais maintenant sur une moto adventure avec de grandes roues, un débattement de suspension élevé, je regarderais cette route et je me dirais « Ouh, j'y vais » et ce serait boum à travers ces trous, l'arrière me donnerait des coups, la moto partirait dans tous les sens, elle serait secouée et moi je penserais « Quelle adrénaline, j'y vais, c'est génial, je suis un vrai pilote du Dakar ». Mais ce serait aussi amusant qu'inutile, vraiment. Mais qu'est-ce que j'aime cette moto, vraiment. Il n'y a pas de moto qui ait une meilleure allure, vraiment.
La petite bulle, le phare rond, ce garde-boue, les roues à rayons, la peinture. D'ailleurs, je voulais juste dire, sérieusement, je ne mens pas, que le fait que mes gants soient assortis à la couleur de la moto, c'est totalement un hasard. Mais je suis vieux et ça me plaît. Peu importe. Mais vous savez quoi? Regardez-moi ça, vraiment. Il est tout simplement génial, on peut dire génial. Ce n'est pas si vulgaire que ça. Enfin bref. Il est fantastique et merveilleux. Oh, imaginez juste, hop, un peu plus haut, non? Et je connais aussi des gens qui pensent comme moi, et ils ont décidé d'en acheter un comme ça, parce que c'est vraiment très drôle. Cette moto est relativement facile à trouver et pas chère du tout, ce qui en fait un excellent choix pour de nombreux passionnés. Voilà. Parce qu'elle n'est pas très populaire en fait. Je vais encore vous montrer comment fonctionne le contrôle de traction. Il fonctionne comme il se doit sur ce type de moto. J'y vais. Et tout simplement, elle maintient la traction disponible. Rien de plus. Il y a autant de traction, autant il accélérera. Si ça doit décrocher, ça coupe tout de suite en douceur. Ne se laissez pas du tout saccader, il n'y a pas de drame, vous roulez simplement, c'est tout. Et c'est génial, c'est vraiment un bon contrôle de traction pour ce type de vélo. Car sur les vélos d'aventure et de sport, vous avez parfois envie de glisser un peu, donc cela lui permet de le faire, mais pas ici. Ici, il est là pour vous protéger. Il doit avant tout être sûr et paisible. Tu sais, parce que tu l'as entendu le couper? Bobo bobo. Et vous pouvez voir à quel point il est tentant de lui donner du gaz. Jusqu'au sommet et demi-tour. D'accord. Le seul moment où il est utile de désactiver le contrôle de traction est dans les virages. On sent un peu le poids de la moto et le tic-tac du contrôle de traction. Je vais faire une coupe comme celle-ci ici. Je dois revoir ce que j'ai dit, à savoir qu'il n'est pas une moto très rapide. Vous savez quoi? Après avoir roulé avec pendant quelques jours sans jamais dépasser, je ne sais pas, 60 ou 70 km à l'heure, parce qu'en fait, je me balade tout le temps tranquillement, et il y a un instant, je suis sorti sur un tronçon vide, et sans vraiment accélérer comme un fou, j'ai simplement tourné la poignée des gaz et passé 2 vitesses. Eh bien, la perception de la vitesse change complètement. Ce qui autrefois, à part sur une moto de circuit où j'accélérais à fond et où, vous savez, on triche un peu en comparant avec d'autres sportives, ne me semblait pas rapide. Mais dans des conditions de circulation urbaine, surtout quand tu roules habituellement doucement et que de temps en temps tu ouvres les gaz, là il part vraiment. Et quel son il a? Il sonne vraiment comme ça. Je ne sais pas, peut-être que j'arriverai à capter ce son quelque part, mais il a vraiment un son... C'est un son génial, l'un des meilleurs sons de moto qu'on puisse imaginer. Bon, je crois que c'est tout. J'ai déjà beaucoup trop bavardé. Je me demande si vous avez appris quoi que ce soit sur cette moto. Si vous n'en avez pas appris assez, écrivez-le ici dans les commentaires. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications, car comme nous avons maintenant plus de temps pour travailler à la maison, nous allons créer plus de contenu vidéo. Je vais continuer à rouler et à filmer des séries, que ce soit avec Hanzej ou avec d'autres motos, alors venez nombreux. Et n'oubliez pas le magazine papier. Il existe des études qui montrent que l'on assimile mieux les connaissances à partir du papier, et que, sous certains aspects, Internet ne fait pas le poids face à l'édition papier. C'est justement pour cela que nous les réalisons, afin que vous puissiez parfois prendre du plaisir sans avoir un écran qui vous éclaire les yeux. Je vous salue et à bientôt.